Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Bonjour à tous et à toutes et tous. Je préfère toujours quand même mettre un petit peu le féminin avant le masculin, ne m'en voulez pas. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver, encore plus parce que les interviews en ce moment se passent à Saint-Malo, qui est une ville très particulière pour moi où j'ai vécu. Je vous dévoile pas tout de suite mon invité du jour. En tout cas, je suis très très contente, en plus de la retrouver, mais de vous la présenter. Je vous en dirai plus après, mais c'est quelqu'un qui, moi, m'inspire très souvent et au quotidien. Vim, déjà, je suis ravie qu'on fasse cette interview toutes les deux. La première question que j'ai envie de te poser avant même de commencer. Vim, déjà, est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Tout va bien ? Eh bien, je vais très très bien. Ok, cool. Donc, je suis en présence de Vim. C'est pas moi qui vais la présenter. Je vais la laisser se présenter elle-même. Vim, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui tu es, quelle femme tu es, et voilà, et quelle est ton activité professionnelle ? Qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie ? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aussi que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de discuter avec toi. Écoute, je suis... D'abord, qui je suis ? Je suis déjà quelqu'un de très heureux, très optimiste de manière générale et assez zen, on me l'a souvent dit. Alors, c'est parfois un reproche qu'on m'a fait. Hein. Je dis, oh, t'es un peu trop zen, on dirait que tu t'en fous. En fait, non, pas du tout. C'est juste que j'essaie de mettre à distance les choses un peu toxiques. Et ouais, je crois que je suis quelqu'un de très heureux aujourd'hui parce que je fais un métier que j'aime, que je vis dans une ville que j'aime. Que j'ai une famille que j'aime. En fait, ouais, tout va bien. Et donc, aujourd'hui, à Saint-Malo, je suis chef à domicile et je donne des cours de cuisine depuis 2016, depuis qu'on s'est installé ici. Enfin, concrètement, j'ai commencé en 2017 l'activité et on est arrivé ici en 2016. Voilà, 2 régions parisiennes. On fait partie de ces gens qui sont revenus un peu au bercail. Alors moi, je ne suis pas malouine et mon mari non plus, mais je suis havraise. Et j'ai grandi au bord de la mer et donc ça me manquait beaucoup. Et c'était un projet de vie, de famille, de venir s'installer dans la région. Dans la région ou pourquoi pas un retour au Havre, par exemple ? Alors... parce que les choses étaient un peu différentes. Voilà, ma mère n'était plus là. Enfin, voilà, on n'était pas particulièrement havrais. Enfin, en tout cas, mon mari ne l'était pas assez pour avoir envie d'aller là-bas. Et on s'est retrouvés à Saint-Malo parce que la famille de mon mari aussi est dans l'ouest, du côté de Rennes, tout ça. Et lui a grandi à Saint-Brieuc, donc... C'était un mouvement un peu naturel de venir dans le coin. Donc vous connaissez quand même Saint-Malo, le coin ? Oui, très bien. En fait, mon mari a passé beaucoup de vacances à Saint-Brieuc quand il était petit. On est venu beaucoup à Saint-Malo après, justement en vacances, pour des raisons familiales, etc. Donc ça nous paraissait tout naturellement. On ne s'est pas
très longtemps posé la question. On n'a pas tourné la map monde ou la planisphère en se disant on va choisir au hasard et c'est le jeu ma pauvre Lucette. Non, pas du tout. On était très axés sur Saint-Malo. Donc, quand toi, tu arrives sur Saint-Malo, est-ce que tu es une jeune étudiante? Est-ce que tu as déjà vécu autre part et que tu reviens en Termalouine? Comment ça se passe, cette arrivée? Ou en tout cas, si cette arrivée s'est passée à un âge adulte, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, moi, j'ai 44 ans. Et donc, quand je suis arrivée, j'avais 40 ans. Et donc, c'était un objectif de vie, en fait, de se dire, à 40 ans, il faut qu'il se passe quelque chose d'important dans ma vie. Et ça coïncidait aussi avec l'entrée en 6e de ma fille. Donc, on s'était dit, il y a un truc charnière, il faut qu'il se passe quelque chose en 2016. Et il s'est passé qu'en 2015, il y a eu les attentats de Paris. Et en fait, j'étais déjà en reconversion à ce moment-là. Puisque, alors je fais un petit retour en arrière. En fait, moi, j'ai travaillé 15 ans dans l'édition avant de me reconvertir, avant de partir faire un congé de formation et de passer mon CAP cuisine dans une structure géniale qui s'appelle le Greta, au lycée Jean de Rouen à Paris, qui m'a beaucoup donné et vraiment donné envie de faire ce métier pour de vrai. Et quand j'y suis allée, je m'étais dit, je le fais parce qu'on n'a qu'une vie et que voilà. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Donc moi, j'ai eu une expérience en brigade, etc. Et le jour des attentats du 13 novembre, j'étais en service, moi, dans un restaurant super. Mais j'ai vécu une espèce de truc un peu bizarre en se disant, mais en fait... Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et donc, moi, je suis arrivée, j'avais 40 ans. On avait décidé de tout recommencer, en fait, en arrivant ici. Qui est une chose qui peut paraître effrayante, mais quand on le fait, quand c'est un projet de vie et qu'on a vraiment envie de le faire, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi de venir ici. C'est pas comme mes parents qui sont arrivés en France en 75 parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Moi, j'ai choisi de venir m'installer à Saint-Malo, donc c'était beaucoup plus facile, en fait. Et quand je suis arrivée, je savais pas trop ce que je voulais vraiment faire. Donc, j'avais déjà testé le métier de chef à domicile à Paris, qui marchait très bien. Et quand je suis arrivée ici, c'était pas du tout... J'ai hésité. On s'était dit, est-ce que je vais ouvrir un petit truc à moi ? Ça me titillait un peu quand même d'ouvrir mon petit lieu, de faire ma cuisine, tout ça. Et puis on s'est dit non, en fait c'est trop tôt, je suis pas prête. Les gens me connaissent pas, je connais pas assez bien le tissu, le tissu économique de la ville, comment ça se passe, etc. Donc je me suis dit je vais refaire ce que j'ai fait à Paris. Je vais faire chef à domicile. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, on avait aussi remodelé la maison pour que je puisse donner des cours. Ouais. C'était aussi une deuxième activité que j'avais déjà en tête. Et en fait, j'avais pas prévu que les cours prennent autant de place dans mon activité. Mais en fait, je donne beaucoup de cours aujourd'hui. Chef à domicile, c'est plutôt saisonnier. Ouais. C'est plutôt l'été, là. Donc là, on est en saison. C'est la pleine saison. C'est la pleine saison. Et voilà, donc après, j'ai monté ma boîte comme il fallait. Et voilà, c'était parti. Comment ça se passe, ta reconversion ? À quel moment et pourquoi tu te dis, après 15 ans d'édition, c'est pas mon truc, ou alors j'ai envie de tenter mon expérience dans la cuisine. Qu'est-ce qui te fait franchir le pas ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et que je dis souvent, moi j'avais 2 passions dans la vie, c'est les livres et la cuisine. Je viens d'une famille où on cuisine beaucoup. C'est un réflexe très communautaire, la cuisine. Hein. Quand on vient d'une famille d'exilés, la cuisine, c'est un billet retour sans bouger. La saveur renvoie tout de suite à la maison. Et je pense que naturellement, toutes les familles d'exilés cuisinent pour retrouver cette sensation d'être à la maison. Et donc moi, j'ai toujours grandi dans une famille où on cuisinait, où on mangeait tous ensemble, on cuisinait tous ensemble. Donc moi, j'ai appris la cuisine avec mes grands-mères qui vivaient chez nous. Et pour autant, j'ai quand même
pas trop cuisiné quand j'étais petite. Mes tantes, mes grand-mères le faisaient tellement bien que j'avais pas besoin de rien qu'à les regarder. En fait, j'ai appris en fait. Tes 2 grand-mères? Oui, mes 2 grand-mères étaient chez nous en fait quand mes parents sont arrivés en 75. Ils ont fait venir ensuite toute leur famille. Donc moi, j'ai grandi dans une famille où on était souvent 12 à la maison, entre mes grands-parents maternels, ma grand-mère paternelle, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines qui vivaient chez nous, puisque mes parents sont arrivés, ils ont accueilli tout le monde en fait. Ils ont fait en sorte que tout le monde arrive dans un endroit sécurisant, et c'était chez eux. Est-ce que tu peux juste rappeler le contexte dans lequel tes parents accueillent tes 2 grand-mères et le reste de la famille? Eh bien, en fait, en 75, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Mes parents sont du Laos. Et donc, après la chute de Saigon, les communistes sont arrivés au pouvoir. Le Laos est un petit pays qui est coincé dans la péninsule indo-chinoise et qui a du coup été pris en main par les communistes. Et donc, mon père étant haut fonctionnaire dans l'ancienne administration, c'était une des personnes qui était dans la liste des gens qui iraient en camp de ce qu'ils appelaient rééducation, en séminaire de rééducation. Et donc, quand il a su qu'il allait être envoyé là-bas, il a pris sa valise, il est parti. Et donc, ils sont arrivés. L'avantage que mon père avait, c'est qu'il avait un diplôme français. Il avait fait ses études en France. Et donc, il est arrivé, évidemment, en France, naturellement, puisqu'il parlait la langue, qu'il avait un diplôme français. Ta maman parlait le français? Alors, ma mère parlait aussi le français, puisque le Laos étant une ancienne colonie, les universités étaient de langue française, etc. Ils ont fait leurs études au lycée français, tous les deux. Voilà, donc c'était naturellement le mouvement naturel. Et pour le coup, l'autre partie de la famille... ma mère avait des beaux-frères qui, eux, avaient fait leurs études aux États-Unis. Eux sont partis aux États-Unis. Bien sûr. Voilà, donc moi, la moitié de ma famille vit aux États-Unis aujourd'hui. Et nous, on a atterri en France. Mais voilà, donc mes parents sont arrivés à ce moment-là. Et après, quand ils se sont installés, ils ont fait venir tout le reste de la famille. D'accord. Voilà, puisque c'était pas très vivable pour eux non plus de rester là-bas. Et donc voilà. Donc tes grand-mères parlaient aussi français? Pas du tout. Pour elles, pas du tout. Donc moi, j'ai appris le laotien avec elles. À la maison, parce qu'elles ne parlaient pas d'autres langues. Je pense qu'elles le comprenaient très bien, sans le dire. Mais je les soupçonne de très bien comprendre la langue française. Mais moi, j'ai grandi dans une famille... étendue en fait, aux grands-parents qui étaient à la maison. Et pendant longtemps, j'ai dormi, quand j'étais toute petite, je dormais dans le lit de mes grands-parents. J'ai dormi avec mes grands-parents, et après j'ai dormi sur un petit lit pliant dans leur chambre, parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Donc on campait, quoi. C'était un peu ça. Mais c'était chouette, j'ai des beaux souvenirs de cette période-là. Super. Et alors, donc dans ce contexte où justement tes parents accueillent le reste de la famille, vous êtes à peu près une dizaine, et toi ensuite, quelques années après, donc toi tu es dans l'édition, et tu décides à un moment donné de te dire, il y a quand même la cuisine qui a toujours été très très présente dans ma vie, notamment avec mes grands-mères. Est-ce que tu te dis du jour au lendemain... Ouais, bon, l'édition, j'ai déjà un pied dedans, je vais quand même tenter la cuisine. Ou au contraire, tu te dis non, je sens que j'ai fait le tour et je tente. Est-ce que c'était par conviction? Est-ce que c'était en disant je tente et j'essaierai? Toi, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Tu cherches vraiment à me faire dire le déclencheur, mais je vais te le dire. C'est un peu difficile pour moi de te le dire, mais je vais le faire, parce que maintenant c'est un peu derrière moi. Mais oui, en effet, j'avais fait le tour de la question de mon métier. Il y a ce qu'on appelle un plafond de verre dans tous les métiers, dans tous les milieux. Je sentais bien que j'irais pas plus loin, parce que aussi j'étais pas dans l'état d'esprit pour devenir grand manager dans certains milieux. Il faut avoir une certaine personnalité que je n'avais pas. C'était clair. Et donc je m'ennuyais un peu, tout ça. Et donc comme je m'ennuyais, j'ai commencé à prendre des cours de cuisine dans une école privée, tous les mercredis soirs.
Je faisais 3 heures de cuisine tous les Trop mercredis bien. soirs pendant... ils avaient un programme qui s'appelait la Cooking Academy, tout ça. Ça m'amusait beaucoup, donc je suis allée le faire. Et puis, concomitamment, j'étais dans une période de ma carrière où j'avais envie aussi de faire autre chose. Donc, je leur avais dit, je veux une formation sur le numérique. Je veux être formée en web marketing, tout ça, les blogs, tout ça. C'est l'avenir. Oh non, on n'a pas d'argent, tout ça. Je dis, bon, bah tant pis, je vais apprendre toute seule. Et donc, j'ai ouvert un blog qui s'appelle Tout le monde en cuisine. Et j'ai commencé à raconter ce que je faisais dans cette école de cuisine. J'ai commencé à raconter ça. Et puis, je me suis dit, bah tiens, c'est aussi l'occasion de coucher sur papier, d'allier aussi mon amour de l'écriture. Donc, j'écrivais. Je m'amusais beaucoup. J'écrivais, je racontais ce que je faisais. Je m'éclatais bien. Et puis, j'ai fini cette école fin 2012. Et puis, début 2013, je me souviendrai toujours, je déjeune avec mon formateur qui me dit qu'est-ce que tu vas en faire alors de cette formation, ça te donne envie de faire quoi, etc. Je sais pas, peut-être passer mon CAP, j'en sais rien. Alors il me dissuade un peu, tu sais, il me dit ouais mais tu sais, des profils comme toi dans la communication c'est pas mal, tu sais, tu connais un peu la cuisine, t'aimes ça, tu viens du marketing, ça pourrait être sympa, il y a pas mal d'agences qui auraient besoin de gens comme toi, tout ça. Je dis, bah, je sais pas, peut-être, pourquoi pas. Et quelques semaines plus tard, après cette discussion-là, où je repars un peu avec mon baluchon en disant, bah, je sais toujours pas ce que je veux en faire, on me diagnostique un cancer du sein. Voilà. Et donc là, tout s'arrête. Tous mes projets, ou mes réflexions en tout cas, s'arrêtent. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'arrêter, on va refaire le point. Et je m'étais donné comme objectif de ne jamais changer le quotidien de ma fille. Ma fille, à l'époque, avait 7-8 ans. Et je m'étais dit, jamais je changerai mon quotidien. Donc, je me suis levée tous les matins. Je lui ai cuisiné tous les jours des choses. Même si moi, j'avais mal au cœur, même si j'étais fatiguée, j'ai dû rater quelques journées parce que j'étais vraiment au fond de mon lit. Mais tous les jours. Et donc, je me suis rendu compte que cuisiner ne me fatiguait jamais. Je pouvais rester 3 heures à faire un gâteau. Je pouvais rester une matinée à préparer un déjeuner pour mon mari, etc. Je n'étais pas fatiguée. Et plus ça allait, et plus je me disais, il y a quand même un truc, ça peut pas être qu'un hobby, cette activité de cuisine. Et donc j'ai commencé à me renseigner. Et puis j'en ai discuté à droite, à gauche, et notamment avec... une ancienne collègue qui venait tout juste, elle aussi, de sortir d'un cancer du sein, qui me dit mais je te vois trop faire ça, vas-y, quoi, fonce. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Je dis, bah quand même, c'est un gros changement. Enfin, elle me dit, mais vas-y, fonce. Donc j'ai postulé pour différentes écoles et tout ça, en ne sachant pas du tout ce qui allait se passer. Enfin, Parce que quand tu postules, tu as encore ce cancer ? Oui, Okay, tout à fait. Je suis allée passer mes entretiens. Je venais juste de sortir de la radiothérapie. Donc j'avais 3 cheveux sur la tête. Et je me souviens très bien d'un entretien à Ferrandi où le type me regarde, il regarde ma photo d'identité, il fait « Ah, vous avez changé de look !» Je dis « Oui, tout à fait. » Ouais, mais j'aurais préféré peut-être garder l'ancien, voilà. Mais bon, écoutez, oui, voilà, j'ai changé de look. Et donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Je savais pas ce que j'allais si ça allait marcher, si mon financement allait être pris en compte, et si ma formation allait être prise en charge, et j'ai eu la chance que ce soit le cas. Donc je suis rentrée au bureau quelques mois qui ont été très difficiles parce que j'étais entre deux, parce que tout avait changé, parce qu'ils avaient réorganisé le service, parce qu'ils m'avaient mis sur des missions qui étaient pas intéressantes, alors que je me sentais tout à fait capable de reprendre le boulot. Mais en même temps, comme j'avais déjà un pied vers la cuisine, ils s'étaient dit, bon, bah, on va pas... Voilà, si elle s'en va encore en septembre, on va pas la remettre sur ses dossiers qu'elle avait avant de partir. Et donc je suis partie en septembre 2014 en formation. Et donc 2014, tu commences ton CAP cuisine. C'est ça. Je commence mon CAP cuisine. Et là, donc tu étais toujours, pareil, toujours avec ton cancer du sein ? J'étais sortie de tout ça.
Ok, c'était fini. C'était fini. Et alors après, donc tu commences ton CAP. Est-ce que c'est quoi ton premier sentiment? Est-ce que tu te dis, oh, mais en fait c'est juste kiffant, ça a du sens, ouais, ou tu te dis, ouais, en fait j'ai beau cuisiner avec mes grands-mères, c'est pas du tout pareil en cuisine que en brigade. Ouais. Comment tes premiers jours en fait se passent? Alors, il y a un autre truc que tu ne sais peut-être pas non plus, c'est qu'en fait, j'ai perdu ma mère une semaine avant de commencer mon CAP. Donc j'ai enterré ma mère le vendredi, le lundi matin, je commençais en brigade. Et je t'avoue que ça m'a sauvé la vie. Une deuxième fois. Parce que ça m'a permis de pas du tout penser à ça. Et de me lancer corps et âme dans une activité qui me prenait, qui m'épuisait physiquement et mentalement. Et je me suis dit, ouais, il faut que je me lance à fond dans le truc. Et donc oui, effectivement, cuisiner pour 8, c'est pas pareil que cuisiner pour 24, voire plus que ça. Puisqu'en plus, j'ai choisi une formation au Greta qui était en alternance. Donc, je passais 15 jours à l'école et 15 jours au restaurant. Ouais. Et j'ai fait mon stage, en fait, au Lazare, chez Éric Fréchon, qui est une école de la vie absolument incroyable. C'était dur, c'était épuisant, mais je pense qu'il n'y avait pas meilleure école que cette année-là, en fait. L'alternance entre les cours théoriques, où j'ai rencontré des gens formidables, des gens qui sont un peu devenus des amis aussi pour la vie, où j'ai appris des choses hyper précieuses pour le reste de ma vie professionnelle, en fait. C'est une école très exigeante. En tout cas, la cuisine, de manière générale, est une école très exigeante. Mais cette brigade-là en particulier, où tout est fait maison, où vous sortez 150 couverts par service, où ça gueule, où il faut trouver sa place, où voilà, où il y a l'exigence, de tout simplement, encore une fois, de ce chef et de son équipe. Donc ouais, c'était vraiment chouette. J'en garde un souvenir à la fois épuisant, mais tellement enrichissant. Ouais. Ton ou tes plus beau souvenir dans cette brigade, en termes soit de découverte gustative, en termes de rencontres, en termes d'émotions, est-ce que tu as un ou deux souvenirs comme ça mémorables à nous partager? Des bons souvenirs. Oui, des bons souvenirs. Je crois que j'ai vraiment aimé le travail d'équipe. C'est un truc... en fait, vraiment, la vie dans cette brigade a complètement chamboulé mes valeurs. Pour plein de raisons. D'abord parce que je suis arrivée dans une brigade où j'étais encadrée par des gamins de 20 ans, quoi. Mais qui étaient, à mon sens... j'avais jamais rencontré des gens comme ça dans mon parcours. Moi, à 20 ans, j'étais en Cagne. Je savais rien faire de mes 10 doigts. Mes parents me donnaient de l'argent pour que j'étudie. J'avais zéro responsabilité à part réussir mon concours. Et si je réussissais pas, c'était pas grave. Là, j'avais des gens en face de moi qui avaient 5 ans, qui avaient 5 ans d'expérience professionnelle, qui payaient leur loyer, qui étaient en cuisine à 7h du matin, qui étaient là à 7h du matin, qui partaient à minuit, qui encadraient des stagiaires. Et je me suis dit, mais en fait, la valeur des gens, c'est pas les diplômes, c'est pas le fait d'avoir fait Normal Sup, c'est pas le fait d'éditer 15 bouquins par an. En fait, la vraie valeur des gens, c'est ça, en fait. C'est ce qu'ils font au quotidien, c'est ce qu'ils sont. J'ai trouvé ça incroyable. Et on apprend dans la pratique. Oui, et puis ils faisaient des choses très concrètes. Ils nourrissaient des gens tous les jours. Ils pouvaient les empoisonner s'ils faisaient une erreur. Ils pouvaient se couper, se faire mal physiquement. Ils pouvaient se brûler. Ils pouvaient se faire mal au dos. C'était des gens qui mettaient leur santé un peu à l'épreuve aussi. Tout ça pourquoi ? Pour nourrir des gens. Nourrir des gens qui, parfois, vous renvoient le truc à la gueule en disant « Oh, c'est trop salé. C'est pas assez cuit. Oh, votre chocolat, on dirait pas tellement que c'est du vrai chocolat. Si, pardon, madame, c'est du Valrhona. Excusez-moi. »
Et on y a mis beaucoup d'attention dans votre éclair. Donc, ouais, ce serait sympa d'un peu de respecter les gens. Et donc, toutes mes échelles de valeur sur l'effort, le courage, sur l'investissement de soi, sur la reconnaissance, sur le mérite, toutes ces valeurs-là ont été, je t'avoue, un peu chamboulées, enfin même complètement. Et je voyais plus du tout les choses de la même manière. Et quand je revoyais mes anciens collègues qui me parlaient de leurs petits problèmes de bourrage papier et de concurrence intestine, etc., mais j'étais à milieu. Et je pense que je suis partie très très loin, jusqu'à détester ce milieu, etc. Et puis je suis revenue un peu. Voilà, j'étais tellement dedans, j'étais tellement à fond que voilà, tout le reste me semblait nul. Et mais pour autant, j'ai pas. Enfin voilà, je suis revenue. Enfin, j'ai gardé plein d'amis dans ce milieu et tout ça, donc j'en suis pas complètement partie et j'ai pas complètement tourné le dos à ce milieu. Bien, non, pas du tout, mais ouais. T'as pris tes distances. J'ai un peu pris mes distances, voilà. Je vois les choses de manière beaucoup plus apaisée et tout ça. Mais c'est vrai que mes valeurs s'en sont retrouvées profondément changées. On parlait des bons souvenirs et en tout cas là, on vient d'évoquer les nouvelles valeurs que tu as pu aussi découvrir dans cette brigade. Est-ce que tu as une énorme boulette à nous partager ou quelque chose que ce soit dans cette brigade ou en tout cas dans ta carrière de chef, une boulette ou un truc où tu te dis, mais je sais pas moi, un soufflet qui est jamais monté ou un truc que tu étais censé vraiment présenter qui du coup te présentait pas du tout de la bonne façon. Une vraie boulette, que ce soit une gentille boulette ou pas, mais est-ce que tu as un souvenir comme ça où un truc a vraiment merdé? Ouais, alors c'est pas vraiment un truc à merder, mais je me souviens une des premières prestas que j'ai faites à Paris. En tant que chef à domicile. En tant que chef à domicile. Ouais. Je débutais, donc on m'avait dit surtout check le matériel qu'ils ont, etc. Donc j'avais demandé aux clients, est-ce que vous avez un four? Oui, j'ai un four. Est-ce que vous avez des assiettes creuses? Parce que je sais plus, il y avait un velouté de carottes avec des moules, enfin je sais plus. Il me dit oui, j'ai des assiettes creuses, pas de problème, tout ça. Et j'arrive, je me retrouve dans une espèce de cuisine. Le mec était entrepreneur, chef d'entreprise, tout ça. Je me retrouve dans une espèce d'appartement d'étudiant. Le four, c'était pas un four, c'était un mini four. Oh là là. Les assiettes creuses, c'était pas des assiettes creuses, c'était des bols de petit déjeuner, quoi. Vous ne parliez pas du tout le même jargon, quoi. Mais non, mais je suis arrivée, je dis bon, alors improvisation. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce métier-là, il est assez incroyable. Ça teste à chaque fois ma capacité d'adaptation. Ouais, complètement. À chaque fois, je me retrouve avec un matériel différent. À chaque fois, je me retrouve avec une cuisine différente. Des fois, c'est ouvert, des fois, c'est pas ouvert. Des fois, les assiettes correspondent pas à ce que je veux pour le plat, parce que j'utilise toujours le matériel qui est sur place. Donc, parfois, tu te retrouves avec des assiettes. Tu ne sais jamais quel type d'assiette. Non, parce que j'ai pas toujours le temps, parce que les gens parfois ne savent pas, parce que c'est des maisons de vacances, parce que donc les gens ne savent pas forcément, ils ont pas le temps de demander. Oui, mais par contre, ils sont super OK sur le fait que si ils sont 12 et qu'il y a 10 assiettes pareilles et 2 qui ne sont pas assorties, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, les gens sont à la maison, ils s'attendent pas, ils vont pas dîner dans un 3 étoiles, ils savent bien. Voilà. C'est l'expérience en fait que toi tu vends et que tu apportes. Oui, voilà, aussi. c'est le fait d'avoir effectivement en quelque sorte le restaurant qui se déplace à la maison, mais ça reste une expérience conviviale, chaleureuse, et où eux peuvent profiter complètement de leurs invités et du moment. Ce que ne peut pas faire une maîtresse de maison ou un hôte de maison quand il passe sa vie en cuisine, quoi. C'est ma partie. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que en fait, tu es entre guillemets, tu es juste là, tu cuisines, ou est-ce qu'en fait, à un moment donné, tu participes, tu expliques aux invités comment tu as construit le menu? Est-ce qu'il y a quand même un échange, ou est-ce qu'en fait, on te commande juste une presta culinaire? Qu'est-ce que... Ça dépend des clients. Alors, il y a des chefs à domicile qui font beaucoup le show, qui sont là pour...
on les invite eux parce que c'est un chef. parce que c'est le côté eux. chef. Voilà, ils adorent expliquer leur cuisine, tout ça. Ma philosophie, c'est pas trop ça. Ma philosophie, moi j'adore rendre les gens heureux. Et donc, moi, j'aime bien me dire que je participe à leur bonheur de l'instant. Et donc, mon rôle, c'est d'être une petite souris qui vient juste rendre le truc un peu magique, mais sans forcément me mettre en avant. Parfois, les gens me demandent « Venez présenter votre menu ». Ça les intéresse aussi de savoir effectivement ce que tu dis, comment j'ai construit le menu, pourquoi je leur ai proposé ça. Mais moi, j'aime bien me faire discrète et repartir comme si de rien n'était. Et souvent, ils arrivent, quand je repars, je leur dis au revoir et ils viennent en cuisine et ils disent « Oh là, on dirait qu'il ne s'est rien passé ici ». Je dis « Bah ouais, c'est ça l'objectif en fait, c'est que… » Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Et vous avez passé un bon moment et tout ce que vous allez retenir, c'est ce que vous aviez dans votre assiette. Et le moment que vous avez passé avec vos invités. Et donc, je suis pas très bavarde, sauf que si on me le demande. Et souvent on me pose des questions justement. Alors ce qui est très drôle, c'est que les gens me disent « Alors, ça marche ?» Je ne sais pas pourquoi, les gens s'intéressent beaucoup au fait que mon activité fonctionne ou pas. Ça les étonne beaucoup. Et je pense que pour beaucoup, j'ai un peu la vie de rêve, quoi. C'est-à-dire que je fais un métier super. T'arrives, tu cuisines, voilà, je repars. T'as tes journées de et libre. puis les gens se demandent si j'ai envie, voilà. Et mais sinon, c'est toujours sympa. Parfois, on m'offre un verre à la fin. Parfois, on me demande vous voulez boire à l'apéro avec nous. Je dis bah non, je travaille. Vous voyez, voilà. C'est génial. Donc non, je travaille. Donc après, si vous voulez, si ce sera voilà. Et la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. C'était un enterrement de vie de jeune fille et elles m'ont demandé si je voulais partager un verre. Je leur ai dit non, après, ce sera gentil et tout. Et à la fin, on a un peu débriefé, donc j'ai bu un verre avec elles à la fin. Et elles m'ont dit oh, mais c'est chouette, on a bien aimé, vous avez tout de suite mis. En clairement, fait, t'étais là pour bosser. Voilà, vous avez clairement défini votre place dans la soirée. C'était super, voilà, et de manière très simple, vous nous avez dit bah non, ce sera après, tout ça. Et donc, on a discuté à la fin, un verre de vin à la main, alors que tout était rangé et tout ça. Et on a vachement échangé. Donc ça, c'est des moments sympas aussi. Ça. Comment aujourd'hui, avec ton parcours, avec ta double culture et avec ta personnalité, comment aujourd'hui tu définirais ta cuisine ? Ça peut être que des mots. Hein. C'est une cuisine... de saison, ça c'est mon grand dada. Sauf que quand on cuisine asiatique, évidemment, les saisons en Asie sont pas toujours en raccord avec la saison en Europe. Saison, on va dire asiatique, mais en mode française. Voilà. Mais j'avoue que voilà, moi j'aime bien cuisiner vraiment les produits de saison. Donc il n'y a pas de tarte aux fraises au mois de décembre, il n'y a pas de tomates en février. Dans mes menus, donc ça j'y tiens beaucoup. Ok. Et c'est une cuisine sincère. J'y mets vraiment tout mon cœur. J'ai le sentiment de... Et ce que je dis souvent, je ne servirai rien que je ne servirai à ma propre famille. Donc ce que je fais, c'est exactement ce que j'aurais moi envie de manger et envie de servir aux gens que j'aime. Est-ce que c'est une cuisine, on va dire, assez flexible ? Est-ce que c'est plutôt tendance végé, vegan ? Est-ce que tu t'adaptes ? Je m'adapte totalement au désir des gens. Ok. Moi, j'ai une perception de mon métier qui est un métier de service. Et donc, si les gens me demandent comme il y a parfois, si les gens me demandent une côte de bœuf sauce béarnaise avec des frites maison et en dessert... et une tarte au citron et une tarte aux fraises, bah, je vais leur faire. Pour peu que ce soit la saison des fraises, je vais leur faire. Voilà. Et après, à côté, si on me demande plutôt vegan ou sans gluten. Sans gluten. Parce que y a des intolérants dans les invités, parce que voilà, je m'adapte, je le fais. Tout simplement. Après, moi, naturellement, je vais plutôt cuisiner du poisson. Ouais. Et des produits de saison.
Après, encore une fois, si on me demande de la côte de bœuf, ce que je ne mange pas moi, pas Si naturellement en tout cas, commande, si c'est une commande, si ça fait plaisir aux gens, si c'est ça qui leur fait plaisir, tu l'imagines. je le fais. Et alors, du coup, à Saint-Malo, tu fais tes appros à quel endroit? Marché? Oui. Ok. Le marché, essentiellement au marché. Moi, j'aime bien voir ce que j'achète. Paramé? Ouais, Paramé en l'occurrence. Après, si c'est une presta du vendredi, c'est Saint-Servant. Mais en général, c'est les mêmes producteurs, donc c'est les mêmes gens, donc ils me retrouvent dans tous les marchés. Le jeudi, c'est Rocabet, donc en fonction du jour de marché, je me déplace. C'est pas un problème. On a cette grande chance à Saint-Malo d'avoir des marchés tous les jours. Quasiment tous les jours, ça c'est cool. Et du coup, tes produits asiatiques, est-ce que tu es obligé d'aller à Rennes? Comment tu fais? Oui, alors l'épicerie notamment, je peux aller à Rennes. Ouais. Après, il y a plein de choses qu'on trouve à Saint-Malo. Faut bien chercher. Il y a un producteur qui s'appelle Michael Robin, oui, qui fait de la citronnelle par exemple. Ah, c'est ce que j'allais dire. Quand j'étais à Saint-Malo, à chaque fois je voulais cuisiner avec de la citronnelle. Je crois qu'on en avait parlé. À l'époque, on avait parlé de Rennes. Ouais. Mes copines me disaient à Rennes, on trouve de ci, on trouve de ça, et moi je disais mais à Saint-Malo, on trouve ça où? Si, on trouve. Super. Donc il en fait. Ouais, il en fait. Il fait de la citronnelle, il fait de la coriandre, il fait de la menthe. On trouve de la chayotte aussi. On va trouver de la patate douce, plein de produits asiatiques, mais qui poussent ici. Alors malheureusement, le gingembre, il y a un garçon qui en fait en Bretagne qui s'appelle, je crois, Valentin Morisset, qui fait du gingembre, mais je ne sais pas où en acheter. Il faut aller chez lui, je pense. Mais voilà, à quelques exceptions, je vais acheter essentiellement local. Ouais, essentiellement local. Et les exceptions, c'est notamment l'épicerie. Les feuilles de riz pour faire les rouleaux de printemps ou des choses comme ça. Les nouilles de riz, tout ça, c'est des imports. Hein. Mais je passe beaucoup de temps, moi, à faire les courses. Ton sourcing. Je pourrais me faciliter la vie en allant chez un grossiste que je ne nommerai pas, mais je ne le fais pas. Je vais acheter mes produits à droite à gauche. Petit commerçant. C'est ça, bio parfois. Voilà, donc vous me verrez souvent au marché le matin ou dans des magasins bio à Saint-Malo. On voit bien que depuis... allez, on va dire 10 ans, voire un peu plus même, la cuisine, peut-être plus d'ailleurs ces dernières années, la cuisine évolue énormément. Je suis pas mal Alain Passard quand tu vois qu'aujourd'hui, en tant que chef étoilé, c'est un des seuls qui ne cuisine plus de viande du tout dans son resto. Et puis tout ce qui est zéro déchet ou la cuisine végétarienne, végane, a vraiment le vent en poupe. Quelle est ta vision, toi, en tant que chef, en tant que maman, quelle est ta vision de la cuisine de demain? Je pense que c'est vraiment une cuisine locale et de saison et faite maison. Je pense que les gens qui cuisinent et qui font du fait maison participent à leur manière au fait d'être responsables et d'être dans une démarche durable. Le fait de cuisiner soi-même, c'est une démarche durable. Moi, j'achète très peu de produits transformés. Ouais. J'ai tendance à faire beaucoup de choses moi-même et depuis longtemps, hein, mais j'ai aussi pas beaucoup changé mes habitudes de par le fait d'avoir été malade, par exemple. J'ai été suivie par une naturopathe et une acupunctrice. Donc j'ai arrêté de manger de la viande le soir. J'ai réduit beaucoup ma consommation de laitage, des choses comme ça. D'abord pour des raisons de santé. Ouais. Et ensuite, par goût, en fait. C'est vrai que la viande, je m'en passe facilement. Très simplement. Oui. Voilà, sans manque. Après, je dis pas que un bon barbecue avec des copains, de temps en temps, ça m'empêche pas d'en manger. Mais je crois que il faut pas être extrême dans quoi qu'on fasse. Je crois qu'il faut être mesuré. Et moi, je me définis un peu comme flexitarienne, si tu veux, parce que je mange de tout, mais de manière très raisonnable.
je suis pas du tout. Je crois qu'il faut. J'ai rien du tout contre le véganisme. Hein. Je le respecte complètement et je comprends que pour l'avenir de la planète, pour les animaux, tout ça, c'est important. Quand on voit le nombre de litres d'eau qu'il faut pour élever un bœuf, alors que la moitié est nécessaire juste pour faire du blé qu'on va consommer, c'est évident. Enfin, l'arithmétique fait que. L'arithmétique et le bon sens rendent les choses évidentes. C'est le côté radical et extrême qui, toi, te titille un peu. Me rebute un peu. Je pense qu'il faut éduquer les gens. Il faut faire une transition. Il faut prendre des mesures politiques importantes, fortes. Il faut, par exemple, donner que du bio dans les cantines. Moi, j'en suis persuadée. Et c'est faisable. Du bio et du local, c'est faisable. Ouais. C'est pas la peine de leur faire des blanquettes dégueulasses. Il vaut mieux leur donner un très bon jambon local, sans nitrite et sans colorant, tout ça, plutôt qu'une blanquette de veau, quoi. Ça sert à rien. Je pense que les enfants sont plus à même d'apprécier des choses. Quand on voit dans les pays nordiques que les cantines, c'est des buffets, ils se servent, c'est hyper coloré, il n'y a que des légumes et des protéines végétales, et ils s'en portent pas plus mal. Que les éducateurs leur montrent comment composer une assiette pour qu'elle soit le plus colorée possible. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà sur l'éducation de nos enfants. Mais les enfants sont vachement sensibles. Tu parles des enfants, tu parlais de ta fille tout à l'heure. Tu as combien d'enfants ? J'ai une fille. Tu as une fille. Aujourd'hui, ta fille, est-ce qu'elle est sensible à la cuisine ? Et est-ce qu'elle est sensible à ta cuisine ? Oui, je pense qu'elle est sensible à la cuisine. Alors, elle aime surtout manger, ce que je fais. Mais je la soupçonne d'avoir le même réflexe que moi. Quand j'avais son âge et que je voyais ma maman cuisiner et qui cuisinait très bien. Sans remettre un petit peu... Elle n'ose pas, en fait. Elle n'ose pas s'y mettre. Après, elle a plein de centres d'intérêt différents des miens. Elle dessine beaucoup, donc elle a plein de hobbies différents. Mais elle sait très bien reconnaître une bonne blanquette d'une mauvaise. Elle a un goût très affûté. Elle sait très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous parlez un petit peu quand même de temps en temps cuisine. Est-ce qu'elle te parle de la cantine ? Oui. Alors, elle m'en a beaucoup parlé quand elle était en primaire, parce que c'était vraiment pas possible. Depuis qu'elle est à Saint-Malo et au collège... Ouais, primaire, elle était à Paris ? Ouais. Et depuis qu'elle est rentrée en 6e au collège, ça va beaucoup mieux. Parce que déjà, ils ont le choix. Ils peuvent choisir ce qu'ils mangent. Ils ont un self, tout ça. Et je crois que c'est pas trop mal. Donc, ça va. Je crois qu'ils s'en sortent pas trop mal. Est-ce que toi, consciemment ou inconsciemment, est-ce que tu cherches quand même à transmettre quelque chose à ta fille en termes de goût ? Ou est-ce que tu le fais naturellement et inconsciemment ? Ou est-ce que tu as vraiment cette volonté d'essayer de lui transmettre soit le choix des produits quand vous allez au marché, si vous allez au marché ensemble, ou de cuisiner avec elle ? Qu'est-ce que tu cherches à transmettre aussi ? Et est-ce que tu cherches à transmettre quelque chose à ta fille ? Ah oui, complètement. Moi, j'aimerais qu'elle ait la conscience que bien manger, ça veut dire faire soi-même avec des bons produits. Mais elle a déjà cette conscience-là depuis très longtemps. Quel âge elle a là ? Elle a 15 ans. Ah ouais, 15 ans, d'accord. Ouais, et donc, non, elle sait très bien. Hein, elle a même des goûts. Quand je lui mets des haricots verts sur la table, la première chose qu'elle me demande, c'est des Robins ? Ça vient de chez Michael Robin ou pas ? C'est génial. Sinon, elle veut pas en manger. Hein. Donc, je lui dis, deviens pas snob quand même. C'est quand même pas... voilà. Mais si, elle sait ce qui est bon. Elle sait ce qui est bon. Donc déjà, c'est déjà beaucoup. Et effectivement, elle est comme moi. C'est-à-dire qu'elle préfère manger frugalement quelque chose de bon plutôt que de manger un truc sophistiqué, transformé, élaboré, mais pas bon. Donc elle va très facilement se contenter quand elle est toute seule. Parce que ça lui arrive quand moi je travaille, quand son père n'est pas là, voilà, d'être seule à la maison, et elle va se faire un sandwich avec un bon jambon, du bon beurre. Elle a vraiment ce plaisir autour du goût, quoi, quand même. Ouais, je crois qu'elle aime les bonnes choses.
Elle aime les bons cookies de maman. Ouais. Elle aime les bonnes mousses au chocolat de maman. Elle aime... Ouais, je crois qu'elle a conscience de ça, ouais. Mais ils sont d'une génération où ils sont très sensibles au recyclage, au gaspillage. Donc, naturellement, je pense qu'elle est dans cette optique-là. Et je suis contente qu'elle aime les bons produits. Ça me fait plaisir de voir que... après, elle est comme toutes les ados, il y a des trucs qu'elle aime pas, qu'elle refuse même de goûter parce que ça la dégoûte. Donc, je parle des huîtres, je parle de voilà ce genre de choses. Mais comme tous Elle les y gamins, viendra peut-être. Et puis, voilà, ça change les goûts, ça change. Nous, on l'a jamais forcée, on lui a toujours demandé de goûter avant de dire qu'elle n'aimait pas. Ça, c'était un point d'honneur qu'on a mis dans son éducation. Mais sinon, non, j'ai pas à me plaindre. Elle a toujours aimé les brocolis, elle adore les artichauts. Voilà, elle mange du poisson. Elle reste quand même super curieuse. Elle est très curieuse, ouais. Mm. Et puis aussi parce qu'elle vient d'une double culture. Enfin, je veux dire, elle adore la cuisine asiatique. Elle adore ça. Donc, naturellement, elle a des réflexes d'enfant asiatique. Elle aime le salé le matin. Elle adore le riz sous toutes ses formes. Donc oui, elle a des goûts à la fois éclectiques et puis très arrêtés quand même, puisque c'est une ado. Donc elle a ses opinions aussi. Elle a le droit. Elle te pose des questions un petit peu sur le Laos ? Écoute, on y a été... Elle y a déjà été ? Oui, on y a été en 2015. Après mon CAP. Parce qu'en fait, c'était un voyage qu'on aurait dû faire l'été 2013. Mais c'était l'été où j'étais malade. Ouais. Et donc, en fait, on avait déjà nos billets. En fait. On avait acheté nos billets en janvier. Et on devait partir avec toute la famille étendue. En fait, on devait se retrouver, ma famille américaine. Ouais. Et du coup, la partie française. Et la partie française au Laos. Et moi, je n'étais pas du voyage. On a dû annuler. Parce qu'à l'été 2013, moi, j'étais en pleine chimio, donc je ne pouvais pas. Et donc, on a reporté. Et on l'a fait, mais du coup, que tous les trois. Ah, c'est ce que j'allais dire. Okay. En 2015. Ouais, on l'a fait que tous les trois en 2015. Donc, elle a vu ce que c'était que le Laos, tout ça. En même temps, moi, j'y ai pas vécu. Donc, j'ai une perception un peu différente aussi de quelqu'un qui aurait été déraciné complètement. Mais elle a connu ses grands-parents, tout ça. Donc, on a de la famille. Tu gardes encore de la famille au Laos, là ? Oui, okay. J'ai encore de la famille là-bas et qu'on a vu là-bas quand on y est allé. Voilà, et puis quand on se retrouve dans ma famille, on mange laotien et tout ça. Donc elle est toujours contente d'aller dans la famille de ce côté-là parce qu'elle sait qu'elle va hyper bien manger laotien, qu'il y a des trucs qu'elle mange pas tous les jours. Voilà, donc et elle me pose des questions, oui et non. Ça dépend des moments. Quand il y a des événements familiaux, tout ça, oui, elle va poser des questions, mais pas plus que ça. Est-ce que tes voyages représentent ta seule source d'inspiration ? Et si oui ou si non, quelles sont les autres ? Quelles seraient les sources d'inspiration en cuisine ? Où est-ce que tu vas chercher ton inspiration ? Moi, je me laisse beaucoup guider par le produit. Quand j'ai pas d'idée préconçue souvent quand je vais cuisiner, mais quand je vais au marché ou quand j'ouvre mon frigo, je regarde et je me dis tiens, ça ira bien avec ça. Tiens, ça j'ai sous la main, tiens, j'essaierai bien. Donc je me laisse beaucoup guider par ça et je suis très curieuse de ce que font les autres chefs. Ok. Je regarde beaucoup sur les réseaux ce que font les uns et les autres, ça m'inspire beaucoup en fait. Il y a des chefs comme ça et il y a un style de cuisine qui me parle et ça m'inspire beaucoup. Ouais. Du coup, comme quoi comme style et qui comme chef éventuellement par exemple, c'est un peu cliché, mais le chef du Noma à Copenhague, René Redzepi, qui est... Voilà, il est très présent sur les réseaux sociaux et lui, il est très ancré sur le terroir danois, sur les produits de saison. Ils font plein de tests. Ils font des tests de salaison, de saumure.
ils associent plein de choses. Là, hier par exemple, sur les réseaux, ils montraient une vidéo où ils faisaient des brochettes sur des branches de cassis. Ils faisaient des brochettes de homard alternées avec des feuilles de pétales de rose, avec des pétales de rose. Et ils disaient, c'est mon combo préféré de l'été. Je dis, mais c'est dingo. J'ai jamais pensé, moi, à associer la rose et le homard. Pourquoi j'y ai jamais pensé? Et je me dis, la prochaine fois, il faudra que j'essaye. Ouais, bien sûr. C'est marrant. Voilà. Et c'est des gens c'est des gens comme lui qui innovent beaucoup. Et en fait, je crois qu'en cuisine, on n'ose pas. En fait, on reste sur ses acquis. Sur ses acquis, exactement. Sur sa mémoire gustative, sur son éducation gustative. Mais en fait, je crois qu'il faut essayer. Il faut tenter. Alors, des fois, ça marche pas. Des fois, c'est un peu snob. Des fois, il y a des associations où on se dit non, mais ça va, quoi. Enfin, faut pas non plus assembler pour assembler. Enfin, des fois, ça marche pas. Mais parfois, ça me titille. Je me dis, ah oui, ça, j'essaierais bien. J'avais, il y a déjà quelques mois, j'avais vu un documentaire sur un chef argentin et du coup, pendant mon voyage, j'avais voulu lui envoyer un message, mais je ne parle pas du tout espagnol. C'est très limité, à part perdido. Enfin, tu vois, je suis perdue et je suis française. Donc, j'avais été un peu frustrée. C'était un chef argentin qui, lui, est basé en Patagonie, donc c'est là où j'allais aussi. Et il s'appelle Lalman. Et il est passionné de cette région en terre de feu, Argentine. Et il recréait, en fait, le terroir était vraiment très argileux. Et il avait creusé ce grand trou qui était plein d'argile. Il avait récupéré une partie d'argile. Il avait protégé le poisson, un énorme poisson, qu'il avait enduit d'argile. Oui. Il l'avait fait cuire, il avait tout recouvert, etc. Et quand tu voyais à la fin, effectivement, entre guillemets, la chair, et quand les convives expliquaient le type de saveur, il expliquait que lui, bon, certes, il était dans la présentation vraiment de l'assiette, mais lui, ce qui l'animait, c'était le goût. Et donc, il travaillait vraiment différents styles de cuisson. Et tu vois ce mec où il fait, je sais pas moi, moins 20 dehors, il fait un énorme feu, il fait griller son poisson dans de l'argile. Tu te dis, comme toi, tu te dis, mais en fait, ça paraîtrait tellement logique d'utiliser le terroir que tu as dans ton environnement. Et lui, c'était son quotidien, mais il vivrait n'importe où, il utiliserait les moindres brindilles, tu vois, d'un framboisier ou n'importe quoi. Il était toujours à la recherche, autant de simplicité, mais c'était toujours de goût. Et lui, sa passion, c'était tout ce qui était autour de la cuisson. Et je regrette de n'avoir aucun niveau en espagnol parce que je pense que c'est un mec qui doit être passionnant à rencontrer. Je crois que j'ai vu je crois qu'il a participé à la série Chef's Table de Netflix. Exactement. Où il enterre même des agneaux entiers à l'étouffer dans le sol et tout ça. Ouais, tout à fait, je l'ai vu. Il a une technique de cuisson qui est... à chaque fois que je découvrais de toute façon un nouveau chef dans cette série, je crois qu'il n'y avait pas que les bras qui m'en tombaient, c'est de se dire ils sont tellement à la recherche de goût, mais c'est en même temps c'est sans fioriture, c'est très très simple. Et ce mec m'avait vachement inspiré. C'était drôle. Du coup, là, tu vois, je parle de l'Argentine. En tout cas, lui, quand tu lui parlais de la Patagonie, il te disait moi, ça m'inspire ça. Voilà comment je la vois, ma cuisine. Toi, aujourd'hui, Saint-Malo ou la Bretagne, en termes de nuages de mots, juste de mots, ça t'inspire quoi? C'est quoi les images, les goûts, les saveurs? Iode. Ouais. Huîtres. Iode. Légumes de plein champ. L'autre jour, je suis allée chez Michael Robin. Je lui ai acheté des trucs. On a une grande chance, c'est qu'on est entouré quand même de champs et de gens qui veulent bien travailler. Qui sont pas forcément bio, mais au moins en lutte biologique, c'est-à-dire ils vont mettre des insectes, des champignons, des trucs comme ça. Et donc l'autre jour, je m'arrête à la cabane de Michael Robin.
puisqu'il a un distributeur automatique C'est génial, de légumes, là. Et puis parfois, quand j'ai des achats à faire et que... parce que lui n'est que au marché de Parmé. Et donc, quand j'ai des achats à faire des jours où c'est pas le marché, je vais à sa cahute. Et une fois, il était dans son champ, en train de repiquer des choux, en train de trier des choux, tout ça. Et j'adore cette vision-là, du mec avec ses bottes accroupi dans son champ et tout. Et il voit ma voiture, et il vient me voir. Il me dit « Ah oui, je vous reconnais, je vous vois régulièrement au marché, tout ça. » Et puis on discute de ce que je fais, tout ça. Et puis il me donne le chou qu'il avait dans ses mains. Il me dit « voilà, il est un peu jaune. Les gens veulent pas acheter ça. C'est un peu dommage, mais je suis sûre que vous saurez quoi en faire. » Il me dit ça. Je la remercie et je lui dis « Oui, je saurais très bien quoi en faire. Je vous remercie. » Et voilà, pour moi, Saint-Malo, c'est ça. C'est des gens qui cultivent la terre, qui cultivent la mer aussi. Donc, on a cette chance-là. Alors moi, ayant grandi en Normandie, il y a un seul truc que je regrette, c'est le fromage. Mais c'est terrible. Je regrette tellement. Tu peux trouver des bons fromagers qui vendent du fromage normand. Mais c'est pas les fromages du terroir. Voilà. C'est ça. Genre, moi, j'ai grandi... C'est pas le petit fermier d'à côté. Non, moi, j'ai grandi le samedi matin avec la plâtrée d'huîtres et le Pont-l'Évêque, le Livaro coulant à côté, quoi. Donc, ça me manque, le fromage... le fromage normand. Mais Après, t'es pas trop loin, mais ça fait cher le fromage au kilomètre. Ouais, puis c'est pas pareil. Je veux dire, quand on est vraiment sur le local, tout ça. Alors moi, je fais aussi mes courses au Fermier de la Baie, qui est un magasin de coop, finalement. Ouais, c'est comme une coop. C'est un mini supermarché où il y a à chaque fois un producteur qui vient vendre ses produits et il travaille à tour de rôle en fait dans les rayons. Et il y a des gens qui font du fromage et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas affiné de la même manière, c'est pas... Il y a de la très bonne tome, hein. Moi, j'achète de la très bonne tome. J'achète des fromages frais de vache, tout ça, qui sont très bons. Ils font une sorte de camembert aussi, bio, tout ça, mais c'est pas pareil. Non, puis c'est pas normand. Et... non. On parlait tout à l'heure autant de ton mari, de ta fille, de ta famille. On parle des Robins. Quelle place tu accordes à l'entourage aujourd'hui ? On dit souvent que les entrepreneurs qui réussissent dans leurs projets et dans dans la réalisation de leurs projets, qui assoient une entreprise avec de belles valeurs, sont souvent des entrepreneurs qui sont très bien entourés. Quelle place, toi, tu accordes à l'entourage et à ton entourage, qu'il soit vraiment familial ou qu'il soit professionnel ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que tu te laisses un petit peu... est-ce que tu laisses le hasard opérer ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu soignes ? Alors, je pense que pour réussir dans la vie de manière générale, et encore qu'est-ce que réussir, ça pourrait être un autre débat, je crois qu'il faut être bien entouré. Et on ne peut rien faire sans une famille qui vous soutient à 200%. Moi, ce que j'ai fait, la reconversion, tout ça, je n'ai pu le faire que parce que mon mari était à 200% derrière moi. On m'envoie souvent... j'ai souvent des amis qui ont eux-mêmes des amis qui ont le projet de se reconvertir et qui disent « Ah, tiens, je vais te donner le numéro de Vim. Elle s'est reconvertie dans la cuisine. Appelle-la, tu pourras échanger avec elle, etc. » Et je me retrouve souvent à discuter avec des gens qui ont des projets de reconversion et qui me posent la question est-ce que je dois le faire, pas le faire, comment t'as fait, etc. Et je leur dis toujours si tu veux te lancer dans ce métier, surtout ce métier-là qui est quand même particulièrement prenant, parce qu'on est toujours en décalage. Hein. Ça veut dire que quand vous êtes en vacances et que vous passez du bon temps, nous, on travaille. Ouais. Et inversement. Donc, on est décalé socialement. Ça peut arriver, souvent. Donc, si on n'a pas une famille derrière soi qui vous soutient et qui accepte que vous soyez pas là le soir, que vous travaillez le samedi, le dimanche, c'est pas possible. Déjà, ça... Ensuite, c'est dans l'entourage professionnel.
j'ai un très bon expert comptable qui a l'avantage d'être hyper motivant. Il est toujours à fond, il croit en moi, il me dit vous allez y arriver, c'est super votre projet et tout. Ça c'est hyper important. Donc la famille, l'expert comptable. Et puis je fais partie d'un réseau formidable qui s'appelle Femmes de Bretagne. Ouais, super Qui est une association qui permet aux femmes entrepreneurs, mais pas seulement, de partager en toute bienveillance leur quotidien entre femmes. Alors moi, j'étais pas très... j'aime pas trop les activités genrées, ça me laisse toujours perplexe. Mais quand je suis arrivée à Saint-Malo, j'ai testé tous les réseaux. J'ai été à plein d'afterwork de plein de réseaux professionnels différents. J'ai découvert qu'à Saint-Malo, il y en avait plein. Et je les ai quasiment tous faits. Et celui dans lequel je me suis sentie le mieux, c'était Femmes de Bretagne. Parce que il y a que de la bienveillance, il y a que de l'entraide, il y a tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un endroit où on se serrait les coudes, où on apprenait beaucoup les unes des autres, des expériences des unes des autres. Et donc, voilà, ça c'est aussi un réseau, quand on démarre dans une activité professionnelle, quand on démarre une nouvelle vie dans un nouveau tissu économique et social, je trouve que c'est le genre d'association qui aide beaucoup. Donc ça fait partie de l'entourage à avoir, à un réseau professionnel, mais pas que professionnel, puisque chez Femmes de Bretagne, je me suis fait des copines. Enfin voilà, c'est important. C'est humain, c'est le lien humain avant tout. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc tout ça, donc l'entourage, oui, c'est évidemment très important. On fait ce qu'on dit souvent, seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Ouais. C'est totalement vrai. Il y a toujours du vrai dans les proverbes, tout ça, mais celui-là, cet adage-là est tout à fait vrai. Est-ce que dans ton parcours de vie, c'est pas forcément ton parcours professionnel, mais dans ton parcours de vie, est-ce qu'il y a une rencontre, un mentor, une ou plusieurs rencontres, qui ont vraiment... j'aime pas l'idée de changer ta vie, mais qui ont vraiment déterminé un moment de ta vie, qui ont vraiment joué un rôle important. Dans mon parcours de vie en général, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme en transition, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui aurait joué une figure qui aurait joué un rôle déterminant? Il y en a plusieurs dans une vie. Il y a jamais qu'une seule personne qui vous influence. Alors quand j'étais au lycée, j'ai eu une professeure de français. Je sais pas si elle est encore vivante et je sais pas si elle m'écoutera, mais elle s'appelle Madame Demeillet et c'était ma professeure de première, je me souviens. Et elle m'a fait adorer la littérature, vraiment. Et elle m'a fait lire des trucs que j'aurais jamais lus toute seule. Je sais pas, elle a peut-être décelé un goût particulier, donc elle m'a encouragée à lire telle ou telle chose, tout ça. Elle m'a aussi un peu donné le goût des voyages. C'est elle qui a organisé un voyage de classe à Venise. Super. Un truc de dingue. Et je crois qu'elle a beaucoup compté dans le fait que j'ai eu envie d'étudier la littérature. Donc, du coup, peut-être pas anodin aussi qu'avec cette rencontre, tu aies travaillé aussi 15 ans dans l'édition. C'est ça, voilà. Donc, c'est, je pense, un des profs de lettres qui a beaucoup compté pour moi. Il y en a eu d'autres. Il y a aussi dans les profs. On parle toujours des profs parce que les profs, on passe quand même beaucoup de temps avec eux et on les rencontre à un âge où on est assez influençable aussi. Donc forcément, ça compte. Mais il y en a eu d'autres, de professeurs de français, mais Madame Demeillet, beaucoup. Il y a eu Madame Roussel aussi en 3e, avec qui j'ai fait du théâtre et qui m'a fait aimer aussi le théâtre, qui m'a fait aimer Musset, Marivaux, tout ça. Des trucs quand t'as 14 ans, c'est pas le genre de truc que t'aimes vraiment, mais avec elle, c'était chouette. Elle avait une façon d'aborder le sujet qui était vraiment chouette. Voilà. Après, sur la cuisine, je crois que c'est une influence générale de ma famille. Des femmes de ma famille. Ouais. Tes grands-mères. Toutes les femmes dans ma famille cuisinent. On a ça dans le sang, quoi. J'ai des souvenirs de préparation de mariage,
de préparation de déjeuner du dimanche, où il y en a une par terre, il y en a une sur le balcon, il y en a une dans la salle de bain à la limite. Enfin voilà, on est toutes en train de faire un truc et ça rigole et ça parle et ça discute et ça hache et ça lave les salades et ça voilà. Et moi j'étais là au milieu de tout ça et quand on est petit, il y a une expression là aussi qui te dit viens me servir de main. Donc on est la main de quelqu'un. Donc en fait je versais le sel. Parce qu'elle avait les mains occupées, donc je versais le sel, je mettais amande dans les préparations. Donc on me disait souvent viens me servir de main. En fait. Voilà, et c'est comme ça souvent que les enfants commencent à s'intéresser à la cuisine, c'est quand on les fait participer. Et c'était comme ça. Donc on vient me servir de main, et puis après c'est tiens, va servir. Ah tiens, goûte et dis-moi si tu trouves ça trop salé, trop acide, s'il manque quelque chose. C'est vraiment dans la participation. Oui, je pense que c'est vraiment ça que ça m'a donné le goût de faire. Quand j'y repense, dans la cuisine, c'est surtout ma famille qui a été déterminante. Parce que j'ai toujours eu ça. Ouais. Là, tu baignes en fait dans cet environnement depuis... Je suis pas d'une famille de restaurateurs, mais c'est de la cuisine familiale. La cuisine chez nous, c'est une religion, quoi. C'est le matin au petit-déj, on parle de ce qu'on va manger le midi. Le midi, on n'a pas fini de déjeuner, qu'on parle de ce qu'on va manger le soir. On ne vit que de ça. Quand vous arrivez chez quelqu'un, les gens arrivent toujours avec des trucs à manger, comme si vous alliez manquer. Non, c'est pas ça. C'est que ça leur fait plaisir. C'est le plaisir de partager. De faire. C'est le plaisir de t'amener quelque chose, de t'apporter quelque chose à manger. Quand vous allez déjeuner chez quelqu'un et que vous repartez, on repart jamais les mains vides. Déjà parce qu'ils ont cuisiné pour 24, alors que vous étiez 10, donc il reste forcément des trucs, donc vous repartez avec un doggy bag. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Dans ma famille, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'il y aurait un livre, que ce soit un livre culinaire ou un livre d'ordre un peu plus général, que tu lis aujourd'hui ou que tu as lu et qui te plaît ou qui t'a plu, qui t'a plu ou qui te plaît? Je ne sais pas. Écoute, je viens de terminer la lecture d'un très joli livre. Après des livres de cuisine que j'ai éclusés, tout ça, il y en a plein. Notamment un bouquin dans la collection bouquins qui s'appelle Mon bouquin de cuisine. Que c'est un des premiers cadeaux que mon mari m'a fait quand on était ensemble. C'est comme j'avais pas de livre de cuisine française. Tu sais, moi, j'ai pas grandi dans une famille où on lisait les recettes Ginette Mathieu ou Florence Bernard. Bien sûr. C'était pas dans ma culture du tout. Donc j'avais pas ça. Moi, j'ai su faire une béchamel quand j'étais au lycée, quand je regardais Maïté à la télé. Je savais pas faire une béchamel avant. Et puis ma mère m'avait jamais montré parce qu'elle n'en faisait pas. Bien sûr. Elle cuisinait là aussi tout le temps. Donc moi, je savais pas. Je la mangeais la béchamel à la cantine, mais c'est pas pareil, quoi. Donc moi, j'ai su faire ça. Et donc j'avais pas de référence. Donc j'avais ce truc qui s'appelle Mon bouquin de cuisine, qui est un digest et tout ça. Et c'est dans ce bouquin-là que j'ai appris à faire les crêpes, les gratins et tout ça, parce que je faisais pas ça à la maison. Donc voilà. T'as commencé avec ça? Ouais, j'ai commencé avec ça. Ça c'est voilà. Et pour en revenir au livre que je viens de finir un livre qui s'appelle Les recettes de la vie de Jackie Durand. Jackie Durand, il est journaliste culinaire. Il a une émission sur France Culture, je crois, qui s'appelle Tu m'étonnes, et des chroniques dans l'IB ou je sais plus quoi. Et il a écrit un très joli livre qui s'appelle Les recettes de la vie, que j'ai trouvé en librairie la semaine dernière, et qui est un très joli livre sur le fils d'un cuisinier. Voilà. Je vous invite tous à le lire, c'est un très joli livre pour l'été. Je vais aller regarder le lien et je le mettrai. C'est beaucoup sur la transmission, justement. Ça parle beaucoup de transmission. C'est le narrateur, son père est en train de mourir et son père lui avait interdit de devenir cuisinier. Il rêvait pour lui d'une carrière de professeur ou des choses comme ça. Et il lui a interdit de faire de la cuisine parce que lui n'avait pas eu le choix. Et c'est un très très beau livre sur la transmission. Et sur justement ces carrières manuelles qu'on voulait pas que vous fassiez parce que c'était pas bien.
Moi, c'est typiquement dans ma famille, c'était un peu ça. Hein. Moi, mon père, il me demande encore si je gagne ma vie et si ça me dérange pas de servir les gens. Je lui dis non, j'adore ça, j'aime bien ça. Et aujourd'hui, peut-être la vision aussi des chefs a un peu changé. On les valorise plus. Complètement. Mais voilà, je trouve que c'est un livre que j'invite tout le monde à le lire parce que c'est très, très joli. Je mettrai le lien à la fin de l'interview. On arrive tranquillement à la fin de notre discussion. Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose que tu aurais envie de partager, un conseil à ces femmes et à ces hommes qui pensent reconversion, surtout peut-être après la période qu'on vient de vivre aussi, qui a été quand même une période très introspective. Est-ce que tu souhaites partager, ou voilà, ça peut être donner un conseil ou partager une philosophie de vie qui aujourd'hui tu disais en fait aujourd'hui moi je suis heureuse. Tu disais que tu étais heureuse, mais tu as aussi fait des choix pour en arriver là. Oui. Quel pourrait être ton mot de la fin, tout simplement, aux auditeurs et aux auditrices? Lourde tâche que tu me confies. Non, moi je crois qu'il faut un temps pour la réflexion et il faut un temps pour l'action. Et je crois qu'on ne peut avancer dans la vie qu'en faisant. Voilà. Et donc vous voulez faire de la cuisine, faites-le. Après c'est pas grave si ça marche pas, si c'est pas ce que vous vouliez faire. On peut savoir que si on fait, en fait. Donc expérimenter. Ouais. Je crois beaucoup à l'empirisme des choses. Il faut le vivre, il faut le voir pour le croire, il faut le vivre pour l'aimer ou pas, cette activité. Je crois qu'on peut pas théoriser tout le temps. Enfin, il faut faire. L'inaction, elle vient surtout de ça, en fait. Et quand les gens sont malheureux, c'est parce que ils osent pas faire. Mais il faut faire. Il faut se lancer. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Faut jamais voir l'échec. Ouais, complètement. Moi, je le vois pas, en fait. Des leçons de vie. Oui, c'est un parcours. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut jamais se laisser entraîner. Quand on stagne, pour moi, c'est et quand on arrête d'apprendre, quand on arrête de faire, quand on arrête d'apprendre, pour moi, c'est la fin de la vie, quoi. Il faut... tous les jours, moi, j'apprends. Pendant le confinement, j'ai fait de la pâtisserie végane, j'ai fait du pain, ce que j'avais jamais fait. Enfin, ou très peu, tu vois. J'en ai profité, j'ai appris. J'ai regardé plein de bouquins, j'ai regardé plein de tutos, puis j'ai fait. Mon mari a été cobaye de pâtisserie végane, lui qui est fils de boulanger pâtissier, je te dis pas. Ouais, je voyais ça, ouais. Je te dis pas. Il me fait, mais c'est bizarre, c'est un drôle de goût, non, c'est pas comme avant, en fait. Non, c'est bon, mais c'est pas comme avant. Non, c'est pas comme avant. Et donc, voilà. Mais il faut apprendre, et on apprend qu'en faisant. Donc voilà, donc tous à l'action. Okay. Allez-y, bougez-vous. Il y a que comme ça qu'on apprend, qu'on avance, et qu'on atteint ce qu'on recherche tous, c'est-à-dire à être heureux. Vim, aujourd'hui, comment on fait pour te suivre? On te suit où? Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram qui s'appelle l'Atelier Savoureux, une page Facebook aussi, et puis voilà, essentiellement. Ok, je mettrai les liens, comme le reste de tes ressources à la fin du podcast. Moi, je suis ravie. Parce que du coup, j'ai appris plein de choses aussi sur toi. J'espère que ce témoignage vous inspirera aussi, parce que c'est aussi l'idée du podcast, c'est de mettre en lumière aussi des belles personnes de notre entourage qu'on connaît. Tous ceux qui passent sur ce podcast, en fait, sont des entrepreneurs, ou en tout cas des belles personnes qu'on a rencontrées, nous, tout au long de notre parcours. Et c'est toujours une fierté et un super grand plaisir du coup de partager aussi ces
de partager avec vous leur parcours. Donc moi, je suis super fière de tout ce que tu nous as dit. Merci de m'avoir tendu ton micro. Ouais, merci beaucoup. Je m'aperçois que mon micro est de la même couleur que ton t-shirt et je viens avec tes petites nouilles. Moi, du coup, comme d'habitude, je vous embrasse. Si vous avez des questions à poser à Vim ou si vous êtes de passage à Saint-Malo, réservez vraiment un atelier avec elle. Rencontrez-la, c'est vraiment une très très belle personne. Et puis je vous invite surtout à la suivre sur les réseaux sociaux et sur l'atelier Savoureux. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.